32 milliards posés sur une ligne grise ont suffi à réveiller tout le Sahel politique, des chancelleries aux postes frontières. Puis un second chiffre, 47 corridors, a montré qu'un simple rapport financier pouvait peser plus lourd qu'une colonne de blindés aux frontières. À ce stade, on se surprend à imaginer ce qui se passerait si un dirigeant comme Ibrahim Traoré découvrait le même document, avec son propre territoire encerclé en rouge, car derrière ces lignes de crédit, c'est déjà une carte de souveraineté, d'alliance et de dépendance qui se redessine en silence. Dans l'ombre de ce rapport financier, une promesse implicite se dessinait, comprendre comment un tableau de chiffres peut décider du sort d'un État entier. Le bénéfice principal se résume ainsi: mieux anticiper les basculements dangereux. Car derrière les colonnes de crédit et les corridors stratégiques, un dilemme plus vaste surgissait où chaque décision pouvait façonner une décennie entière pour un pays comme Kimbara, pris entre besoin de protection et peur de la tutelle. Cette analyse propose donc de suivre, étape après étape, la mécanique des pressions économiques, des avertissements militaires et des signaux géopolitiques qui ont transformé un accord apparemment banal en test brutal de souveraineté. Pour comprendre comment une nation s'approche d'un point de rupture, il faut observer les lignes de friction, celles entre stabilité promise et autonomie perdue, entre alliances nécessaires et concessions imposées. C'est à ce croisement précis que les choix deviennent lourds, que les certitudes se fissurent et que le futur cesse d'être abstrait, tandis qu'une question obstinée demeure en arrière-plan. Que restera-t-il vraiment après la signature éventuelle ? Les premières heures avaient livré un détail que presque personne n'avait remarqué. Des ressources du Sahel étaient déjà en transit vers l'Europe, alors qu'aucun accord n'avait encore été signé. Ce signe précoce, confirmé par les images logistiques de la veille, indiquait qu'au moins 32 milliards de flux potentiels étaient déjà intégrés dans les anticipations des puissances extérieures. À partir de là, toute la mécanique du dossier changeait. Le gouvernement de Kimbara comprenait que le rapport n'était pas seulement un document financier, mais la traduction d'une stratégie déjà en cours d'exécution. Les ministres avaient vu défiler les notes internes, les cartes annotées, les projections économiques, et aucun d'entre eux n'ignorait les implications de ce glissement. Si des acteurs étrangers avançaient avant même la décision officielle, c'est que la marge de manœuvre réelle du pays se réduisait plus vite que prévu. La tension géopolitique, elle, ne cessait de s'épaissir. La pression était d'autant plus forte que les groupes armés commençaient à se repositionner autour des zones minières, révélant la vulnérabilité du territoire. Les frontières poreuses laissaient passer non seulement des combattants, mais aussi des flux informels que le gouvernement peinait à contenir. Les agences de renseignement évoquaient une augmentation notable des mouvements hostiles et les conseillers diplomatiques rapportaient que la coalition du Nord envisageait déjà une opération de stabilisation si le silence du pouvoir se prolongeait au-delà de 48 heures. Dans cet environnement saturé de signaux contradictoires, la figure d'Ibrahim Traoré surgissait comme un miroir indirect, un dirigeant africain confronté, lui aussi, à la tension constante entre soutien extérieur et souveraineté. Son nom rappelait que dans des situations similaires, chaque seconde comptait, chaque hésitation créait un vide exploitable par d'autres. Pour Kimbara, la question n'était plus de savoir si le rapport était dangereux, mais quand exactement il deviendrait irréversible. Et ce décalage entre ce qui était officiellement négocié et ce qui était déjà en mouvement formait désormais la ligne de fracture centrale du dossier. Dans les premières heures qui suivirent la diffusion du rapport, un acteur jusque-là discret devint essentiel pour comprendre l'évolution du dossier: le ministre de l'Énergie. C'était lui qui, le premier, avait remarqué l'incohérence entre les déclarations officielles de la coalition et les mouvements logistiques déjà observés sur les routes menant aux ports européens. Son rôle, habituellement technique, prenait soudain une dimension stratégique, car il détenait les éléments permettant de reconstituer la chronologie réelle des pressions extérieures. Son équipe avait compilé des fragments d'informations, images satellites, alertes des opérateurs miniers, données douanières, qui, mises bout à bout, révélaient une réalité troublante. L'accord prétendument en négociation était déjà traité comme acquis par plusieurs puissances. Ce constat,
transmise ensuite aux autres ministères, produisit un choc silencieux mais profond. La question ne portait plus sur l'offre, mais sur l'emprise progressive qu'elle impliquait. À partir de ce moment, le ministre de l'Énergie devint le fil conducteur permettant de lire les premières secousses, les fluctuations hâtives des marchés, les mouvements militaires irréguliers observés près des zones d'extraction, puis la crispation palpable au sein des conseils restreints. Les décisions quotidiennes du gouvernement, même les plus anodines, se déroulaient désormais sous la menace d'une dynamique extérieure qui se renforçait d'elle-même. Ce rôle de guide involontaire permit aussi de rendre visible l'impact immédiat. L'accord, même non signé, modifiait déjà la position du pays dans les négociations régionales et créait une onde de choc qui se propageait rapidement vers les frontières. Et au cœur de cette première vague, une conclusion s'imposait doucement, presque mécaniquement. Plus le temps passait, plus l'espace d'action diminuait. Avant que le rapport ne circule dans les cercles restreints, la situation semblait encore contenue. Les groupes armés restaient fragmentés, les corridors miniers fonctionnaient avec une stabilité relative, et la coalition du Nord maintenait un ton diplomatique mesuré. Après la diffusion, tout bascula en quelques heures, révélant un enchaînement d'événements aussi rapide que déroutant. C'est dans cette transition brutale que le dossier prit une dimension nouvelle, où chaque signal devenait un maillon d'une chaîne de pression convergente. Le premier déclencheur fut l'annonce discrète, presque anodine, d'un retard dans les inspections de sécurité autour de 3 sites miniers. Officiellement, il ne s'agissait que d'un décalage technique. En réalité, les forces locales avaient signalé des mouvements suspects aux abords des zones d'extraction. Des unités armées, que l'on croyait encore dispersées, apparaissaient soudainement regroupées, comme si une coordination extérieure avait opéré dans l'ombre. Le gouvernement tenta de temporiser, mais la chronologie s'emballa. Quelques heures plus tard, des données douanières révélèrent la présence d'importantes cargaisons déjà positionnées dans 2 ports européens, prêtes à intégrer des chaînes logistiques liées aux ressources du Sahel. Le contraste était au pas des saisissant. Un accord encore en négociation, mais des acteurs étrangers se comportant comme si la signature était déjà acquise. Ce décalage transforma l'atmosphère politique en champ de tension permanente. L'ultimatum arriva ensuite, clair et froid, 48 heures pour accepter l'accord, sous peine de déclencher une opération de stabilisation. Le terme, volontairement flou, suffisait à faire monter la pression. Les ministères se réunirent en urgence. Les conseillers diplomatiques évoquaient des signaux inquiétants depuis plusieurs capitales. Les chefs militaires, eux, observaient que les positions des groupes armés rappelaient les prémices de précédentes crises régionales. Dans cette escalade, une voix extérieure planait encore, celle d'Ibrahim Traoré, souvent cité comme exemple de résistance souverainiste dans la région. Son nom revenait dans les discussions internes, non pour suggérer une imitation, mais comme rappel qu'un choix frontal face aux pressions extérieures n'était jamais neutre, jamais sans prix. La journée suivante ajouta une nouvelle couche à la tension déjà installée. Des fuites médiatiques relayèrent l'existence de drones opérant près de zones sensibles, confirmant que les puissances extérieures surveillaient la situation bien plus étroitement qu'elles ne l'admettaient publiquement. Une frange de la presse internationale parlait même de Sahel stratégique, expression lourde d'implications militaires. La dynamique s'était inversée. Au lieu d'un État maître de son calendrier, Canberra devenait l'épicentre involontaire d'une confrontation silencieuse. Le soir, les réunions se succédèrent sans pause. Les divergences s'accentuaient entre ministres. Certains voyaient dans l'accord une planche de salut pour contenir l'effondrement économique. D'autres y lisaient un piège destiné à soumettre durablement le pays. Le président, lui, devait naviguer entre un temps politique qui s'accélérait et un paysage géopolitique qui se refermait. À ce stade, le déroulé des événements dessinait une ligne nette. Plus l'environnement extérieur se durcissait, plus les décisions internes devenaient difficiles. Et pourtant, malgré la pression, une chose restait certaine. Le pays n'était pas encore au bout de cette séquence. Et chaque heure à venir pouvait redéfinir le rapport de force. Au départ, les indicateurs semblaient presque gérables. Puis, en quelques jours, l'écart entre besoins réels et pression extérieure devint brutal, formant un écart brutal impossible à ignorer. La mécanique des chiffres, souvent sèche,
prenait soudain un relief politique aigu, car elle montrait non seulement l'étendue des risques, mais aussi la vitesse à laquelle l'environnement stratégique se transformait autour de Canberra. Le premier chiffre marquant provenait des estimations de l'Agence internationale de l'énergie, près de 32 milliards de revenus potentiels liés aux ressources minières sur 5 ans. Cette projection révélait une manne considérable, mais entièrement dépendante de la stabilisation sécuritaire. Le pays ne pouvait toucher ses revenus que si les frontières restaient contrôlées clairement. Cette dépendance renforçait l'idée que l'accord proposé par la coalition du Nord n'était pas un simple pacte économique, mais une tentative d'intégration forcée dans une architecture géostratégique conçue ailleurs. Un deuxième chiffre amplifiait le contraste entre théorie et réalité. Les projections des analystes prévoyaient une perte de 8 milliards d'investissements étrangers en cas de refus de l'accord. Cette perte estimée signifiait un choc financier auquel l'État n'était pas préparé pleinement. Ce delta, visible et brutal, créait un espace de vulnérabilité que la coalition utilisait comme levier, intensifiant la pression à chaque nouvelle déclaration publique. Enfin, les services de renseignement rapportaient une hausse de 30% des activités de groupes armés autour des zones d'extraction. Cette expansion rapide indiquait l'émergence d'alliances opportunistes profitant du vide politique régional. Ce dernier chiffre était peut-être le plus alarmant car il démontrait que la crise n'était plus seulement économique ou diplomatique, elle devenait sécuritaire, immédiate, structurée. C'est à ce moment que les conseillers rapprochés invoquèrent la figure d'Ibrahim Traoré, souvent utilisée comme point de comparaison dans les discussions internes. Non pas comme symbole idéologique, mais comme repère pour comprendre comment un dirigeant du Sahel doit gérer simultanément pression militaire, dépendance économique et quête de souveraineté. Le nom réapparaissait au fil des notes de réunion, soulignant les risques encourus par tout chef d'État, refusant un appui extérieur sans alternative solide. Autour de la table gouvernementale, chaque chiffre devenait un argument, et chaque argument dévoilait une faille. La perte d'investissement menaçait l'économie nationale. L'afflux potentiel de revenus dépendait d'une stabilité incertaine, l'activité des groupes armés révélait la fragilité du territoire. On observait alors une triangulation infernale, ce que l'accord pouvait apporter, ce qu'il pouvait retirer, et ce que la situation, laissée à elle-même, risquait de détruire. Cette dynamique provoquait une tension constante dans les cercles décisionnels. Les ministres de l'économie, de la défense et des affaires étrangères se renvoyaient les matériels et scénarios, chacun soulignant un pan différent de la crise. Certains voyaient dans les chiffres une raison d'accepter immédiatement, arguant que refuser reviendrait à s'exposer à un effondrement rapide. D'autres y voyaient la preuve qu'un piège se refermait lentement, chaque projection chiffrée servant d'outil de persuasion externe. Le président, lui, naviguait dans cet entrelac de données, conscient que les chiffres portaient leur propre logique, mais jamais l'intégralité du réel. Et plus la lecture s'affinait, plus une impression nette s'imposait. Les nombres n'étaient pas des constats, mais des pressions déguisées, orientant le pays vers un choix prétendument rationnel, mais foncièrement contraint. Deux blocs d'arguments se firent face au sein du gouvernement, chacun doté d'une logique solide et difficile à écarter. Le premier camp, celui des partisans de l'accord, avançait que le pays ne pouvait plus se permettre une période prolongée d'incertitude stratégique. Pour eux, la coalition du Nord représentait une garantie de stabilité immédiate, renforcement militaire, sécurisation des frontières, afflux d'investissements, respiration économique indispensable dans un contexte de tensions croissantes. Ils rappelaient qu'un État isolé ne dispose que d'un temps limité avant que les réseaux armés, les fluctuations des marchés et les pressions diplomatiques n'entament irrémédiablement sa capacité de décision. Accepter, selon eux, signifiait acheter du temps, préserver des institutions fragiles et éviter une spirale incontrôlable. Face à eux, le second camp déployait un raisonnement tout aussi cohérent. Les opposants estimaient que céder aux pressions extérieures reviendrait à compromettre durablement la souveraineté du pays. Pour eux, la stabilisation promise masquait une pente glissante vers une dépendance structurelle, où les ressources nationales deviendraient des leviers politiques contrôlés par d'autres.
Il soulignait que de nombreux États ayant accepté des accords similaires s'étaient retrouvés soumis à des contraintes économiques sévères, souvent bien au-delà de ce qui avait été négocié initialement. Dans cette perspective, refuser ne signifiait pas choisir l'instabilité, mais préserver la capacité, même limitée, d'écrire sa propre trajectoire. Pour trancher entre ces deux logiques, les conseillers cherchèrent une synthèse qui ne réduise pas la question à un simple choix binaire. Le gouvernement analysa chaque donnée, chaque évolution militaire, chaque réaction internationale. Le camp favorable à l'accord s'appuyait sur l'urgence. Le camp opposé s'appuyait sur la profondeur historique. Et la conclusion intermédiaire qui commençait à émerger était que ni l'un ni l'autre ne détenait une vérité totale. La crise en cours était trop imbriquée pour être réduite à un schéma unique. Le pays devait envisager une position capable d'intégrer les bénéfices immédiats sans sacrifier les marges futures, une position flexible plutôt qu'un alignement définitif. Tout bascule en silence. Le tournant survint lorsque les services techniques révélèrent qu'une série d'accords parallèles avait déjà été enclenchée entre la coalition et plusieurs acteurs locaux, redessinant de façon subreptice les corridors miniers. Ce détail, d'abord perçu comme une anomalie administrative, devint le cœur d'une révélation plus vaste. Le pays n'était plus en train de négocier son avenir, il était en train de courir derrière des décisions déjà prises ailleurs. La marge de manœuvre, que l'on croyait réduite, était en réalité encore plus étroite, presque compressée par une mécanique extérieure qui se renforçait à mesure que les heures passaient. Dans ce contexte, la comparaison avec des trajectoires régionales ressurgit, et le nom d'Ibrahim Traoré revint dans les échanges internes, non pas comme modèle absolu, mais comme signal que d'autres dirigeants du Sahel avaient déjà été confrontés à des manœuvres semblables, où les partenariats affichés masquaient des processus enclenchés bien avant la signature des contrats. Cette référence soulignait aussi le poids des choix à venir, montrant que le pivot du dossier ne se situait plus dans les négociations, mais dans la capacité à reprendre l'initiative malgré un environnement verrouillé. À partir de ce moment, le dossier cessa d'être une équation économique. Il devint une course contre les taux qui se refermaient. Les premières répercussions apparurent presque immédiatement, comme si l'accord, pourtant non signé, exerçait déjà sa propre inertie. Le pays basculait d'un espace de négociation incertain vers un champ d'effets concrets qui touchait simultanément la population, l'économie, la diplomatie et l'environnement régional. La dynamique extérieure, désormais agissante, reconfigurait les lignes de force à une vitesse inhabituelle. Au niveau national, les tensions sociales commencèrent à se cristalliser autour de la question de la souveraineté. Les sondages internes, déjà marqués par des aspirations fortes à l'autonomie, se transformèrent en mobilisation diffuse. Discussions dans les marchés, inquiétudes dans les zones minières, manifestations naissantes dans certains quartiers. Le peuple percevait l'accord comme une menace d'ingérence prolongée et la perspective d'un contrôle étranger sur les ressources éveillait des souvenirs douloureux. La référence fréquente à des trajectoires comme celle d'Ibrahim Traoré renforçait l'idée que la résistance symbolique faisait partie intégrante de la dignité collective. Sur le plan économique, les investisseurs internationaux adoptèrent rapidement une posture d'attente, suspendant plusieurs projets qui dépendaient du dénouement politique. Les compagnies minières réévaluaient leurs engagements, redoutant un glissement vers un environnement sous tension. Les experts prévoyaient une contraction des exportations si le blocage persistait, tandis que le ralentissement des chantiers d'infrastructure menaçait de retarder des programmes essentiels. Le pays voyait se rapprocher un risque de stagnation forcée, où la simple absence de décision devenait un facteur de dégradation. Sur la scène internationale, le positionnement de Kimbara attirait une attention inhabituelle. Les chancelleries étrangères analysaient chaque communiqué, chaque silence, chaque report de réunion comme un indice de basculement. La coalition du Nord, impatiente, renforçait ces messages, tandis que plusieurs pays africains tentaient d'adopter une posture de prudence. Le dilemme du gouvernement devenait un cas d'école de la tension contemporaine entre partenariat stratégique et préservation de la souveraineté. À travers ces réactions, il devenait clair que le pays n'était pas seul dans l'arène, mais observé, évalué, anticipé par divers acteurs.
Au niveau régional, les répercussions furent peut-être les plus rapides. Les groupes armés, profitant du flou politique, intensifièrent leurs mouvements vers les zones d'extraction. La fragilité des frontières s'accentua, stimulant des alliances opportunistes. Certains États voisins craignaient que l'instabilité ne se propage, tandis que d'autres y voyaient une occasion de renforcer leur propre influence. Le Sahel, déjà traversé de tensions profondes, devenait le théâtre d'un rééquilibrage progressif où chaque pays attendait de voir quelle direction Canberra choisirait. À ce stade, les conséquences ne formaient pas seulement une liste de risques. Elles constituaient un paysage mouvant où chaque décision ou absence de décision pouvait accélérer ou ralentir des dynamiques déjà enclenchées. Ce n'était plus une question de chiffres ou de principes, mais de gestion d'un enchevêtrement de forces contradictoires qui redéfinissaient la position du pays dans son environnement immédiat et au-delà. À mesure que les tensions s'accumulaient, il devenait indispensable pour le gouvernement de projeter les conséquences possibles sur une période de 6 à 12 mois. Les conseillers réunirent les données militaires, les tendances économiques, les signaux diplomatiques, et les mouvements observés dans les zones minières pour établir 3 trajectoires plausibles. Aucun scénario n'était confortable, mais chacun offrait une lecture claire des choix encore possibles et des marges qui subsistaient. Dans cette hypothèse, le pays parviendrait à contenir temporairement la montée des tensions sans effondrement économique majeur. Les projets d'infrastructure seraient ralentis mais non annulés. Les partenaires étrangers adopteraient une posture d'observation, et les groupes armés resteraient fragmentés malgré une légère augmentation de leurs activités. La diplomatie tenterait d'ouvrir des canaux parallèles pour atténuer la pression de la coalition. Ce scénario offrirait un répit, mais un répit fragile, dépendant d'un équilibre instable entre prudence militaire et modulation des engagements internationaux. Ici, le pays réussirait à regagner une partie de son autonomie en s'appuyant sur des alliances régionales renforcées. Les États voisins, préoccupés par les risques de propagation de l'instabilité, accepteraient de coopérer sur la sécurité et sur les corridors commerciaux. L'économie, bien que ralentie, retrouverait une partie de ses flux grâce à des partenaires alternatifs prêts à investir sous condition d'une gouvernance plus transparente. Les tensions internes s'apaiseraient progressivement, permettant d'envisager une reconstruction institutionnelle à moyen terme. Dans ce scénario, l'absence de décision claire pousserait les acteurs extérieurs à accentuer leurs mesures coercitives. La coalition durcirait ses positions, les investisseurs se retireraient massivement et les groupes armés exploiteraient le vide sécuritaire pour étendre leur zone d'influence. Les infrastructures stratégiques seraient perturbées, les exportations chuteraient et les partenaires diplomatiques adopterait une ligne d'évitement. Le pays risquerait alors de basculer dans une spirale où chaque tentative de restauration de l'ordre coûterait davantage que la précédente. À travers ces 3 chemins potentiels, une conclusion se dessine. Ce n'est pas tant le choix immédiat qui déterminera l'avenir, mais la capacité à gérer un ensemble de contraintes mouvantes dans un environnement qui ne laissera que peu de place à l'erreur. Et cette capacité dépendra d'une vigilance soutenue, d'alliances soigneusement pesées et d'un effort constant pour maintenir un espace de décision propre. Au-delà des projections géopolitiques, la crise prenait une forme beaucoup plus concrète lorsqu'on observait comment elle se répercutait sur 3 catégories de citoyens: les jeunes, les travailleurs des secteurs stratégiques et les familles vivant dans les zones frontalières. Chacun de ces groupes percevait la situation à travers un prisme différent, révélant la profondeur humaine d'un dossier souvent présenté comme purement technique. Pour les jeunes, cette période d'incertitude amplifiait un sentiment déjà ancien, l'impossibilité de tracer une perspective claire. Les débats nationaux sur la souveraineté, omniprésents dans les discussions publiques, alimentaient un mélange de fierté et d'inquiétude. Les campus, notamment, devenaient des lieux de réflexion intense, où l'on tentait de comprendre comment la pression extérieure pouvait influencer un avenir qui semblait jusque-là malléable. Du côté des travailleurs miniers et des employés liés aux infrastructures, la situation générait des tensions plus immédiates.
Les rumeurs de retrait d'investisseurs provoquaient des craintes sur la stabilité des emplois, tandis que l'évolution de la présence armée autour des sites renforçait les risques quotidiens. Dans ce milieu, la crise n'apparaissait pas comme un débat abstrait, mais comme une menace directe sur la sécurité personnelle et sur les revenus familiaux. Enfin, les familles vivant dans les zones frontalières faisaient face à des pressions particulières liées au mouvement des groupes armés. Les routes devenaient moins sûres, les trajets plus complexes et les activités commerciales locales perdaient en fluidité. Pour ces communautés, l'incertitude géopolitique se traduisait par un quotidien fragmenté, dépendant d'informations souvent incomplètes. À travers ces 3 niveaux d'expérience, un constat commun se dessinait. La crise ne se jouait pas uniquement dans les salles de réunion ou dans les rapports diplomatiques. Elle modifiait la vie réelle, fragment par fragment, créant une attente lourde et silencieuse quant aux décisions à venir. Pour qu'une sortie de crise reste possible, il devenait nécessaire d'établir une trajectoire opérationnelle, articulée autour d'un nombre limité d'étapes, chacune associée à un acteur précis, un délai raisonnable et un indicateur vérifiable. Les conseillers convinrent que dans un environnement saturé de pressions extérieures, la clarté des priorités était le seul moyen de préserver une marge d'action nationale. Une référence revenait dans les discussions. Les stratégies adoptées par certains dirigeants du Sahel, dont Ibrahim Traoré, avaient montré que l'affirmation de souveraineté devait s'appuyer sur des mécanismes solides, non sur des déclarations isolées. L'objectif consistait à restaurer une cohérence décisionnelle entre les ministères clés défense, économie et affaires étrangères. Le gouvernement devait mettre en place une cellule de coordination disposant d'un mandat clair. L'indicateur principal, la synchronisation des communiqués officiels et la réduction des contradictions dans les directives internes. Cette étape impliquait une collaboration étroite entre forces locales et autorités frontalières. Le but n'était pas d'établir un contrôle absolu, impossible à court terme, mais de réduire les zones d'incertitude. La mesure de succès, stabilisation des routes menant aux sites miniers et baisse des incidents signalés. Le pays devait ouvrir des canaux avec 3 ensembles extérieurs, États régionaux, partenaires non occidentaux et institutions africaines. L'indicateur clé, signature d'au moins 2 protocoles de coopération, même limités, démontrant que le pays possédait encore un espace propre de négociation. Il s'agissait de consolider les segments nationaux de la filière minière et des infrastructures. Un fonds dédié devait être créé pour absorber les chocs à court terme. La preuve d'avancement, mobilisation d'un financement initial, même modeste, montrant la volonté d'amorcer une autonomie matérielle. À travers ces 4 étapes, une logique se dessinait. Limiter la vulnérabilité immédiate, élargir progressivement le rayon d'action diplomatique, puis reconstruire une base économique capable de soutenir un choix souverain durable. Lorsque le ministre de l'Énergie relut une dernière fois les premiers documents qui avaient déclenché toute la séquence, il comprit que rien dans cette crise n'avait réellement commencé avec les chiffres. Ce n'étaient ni les milliards, ni les corridors, ni les menaces diplomatiques qui portaient le poids véritable de l'histoire, mais la manière dont un pays affrontait la possibilité de perdre la maîtrise de ses propres choix. Ce rappel le ramena aux heures silencieuses où tout s'était enclenché. Un détail logistique, une ligne soulignée, une anomalie presque invisible, et soudain une nation entière basculait vers un moment décisif.